chez Jean-Cyril Godefroy, rhubarbe à Campagnol. Alors, moi, je connaissais la rhubarbe, mais je ne connaissais pas la rhubarbe. Il faut que vous Ouais. expliquiez ce qu'est la Alors, rhubarbe. c'est un fromage qu'on fait avec des restes et qui est très très goûteux, très piquant et ça existe dans toutes les régions. En fait, on rajoute les restes de lait avec d'anciennes croûtes et ça donne vraiment un truc très très fort qu'on boit généralement avec du schnapps ou l'équivalent. Donc, c'est pour montrer que ce sera pas du petit lait. Il y a aussi une allitération assez amusante dont la couverture va rendre compte qui est de rebarbe, ça veut dire deux barbes, redondance des barbes. Et sur la couverture qui a été prévue par Jean-Cyril, il y a ma figure et celle de mon chien juste à côté. Et nous portons la même barbe blanche, donc ça peut être amusant. Et puis, bon, il y a Campagnol qui est maintenant un peu célèbre, presque comme une marque, parce que je suis reconnu un peu à cause de ce physique assez hugolien et qui est facile à reconnaître. Je suis arrêté dans les supermarchés tout le temps, y compris d'ailleurs hier, c'est marrant, dans le village même ici. J'ai été arrêté par un couple, j'ai garé mon chien, j'ai tiré mon chien dans mes bras pour le laisser passer. La dame s'est arrêtée, elle m'a dit, mais c'est vous, Campagnol? Il venait du nord de la France. C'était incroyable, c'était un hasard complet. Ils étaient en visite dans le coin. Voilà. La rhubarbe, c'est aussi la suite de Campagnol, puisque cet Oui, ouvrage-là, votre succès, c'est que en réalité, vous avez fait le village de Campagnol à la manière de Pagnol et oui. Giono, Marcel Aimé. Voilà. Alors, j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Il y a une Voilà. dizaine d'années, en 2012, j'ai publié un premier tome chez Flammarion, qui a marché convenablement, mais vu le peu d'efforts que Flammarion a déployé pour le promouvoir, mais surtout parce que le thème n'était pas du tout à la mode encore, puisque la France profonde, celle des Gilets jaunes en gros, était très impopulaire à l'époque. En plus exactement, elle n'existait pas. La meilleure preuve, c'est que quand le livre est paru en 2012, bien que j'ai eu quelques articles de presse décents dans des journaux genre Le Point, etc., j'ai demandé au Figaro auquel j'appartenais, puisque je revenais d'une longue période à l'étranger, mais j'étais un journaliste du Figaro depuis longtemps, j'ai demandé est-ce que je peux faire une rubrique par mois, genre deux colonnes, un samedi par exemple, sur la France profonde, celle dont personne ne parle. Et le directeur du Figaro de l'époque, qui s'appelait Nicolas Bectou, et qui n'a pas duré longtemps, m'a répondu c'est exactement ce dont nous n'avons pas besoin. C'est quand même extraordinaire. Donc, en gros, le récit de la France profonde, celle qui a du mal, celle dont je disais, il est temps de l'écouter parce que personne ne l'entend. Ce récit-là a été, comment dire, a été repoussé en 2012, alors qu'en ce moment, je trouve qu'il est plutôt le bienvenu. Vous avez une dizaine de personnages qui, en fait, reflètent tous les regards des Français de la France profonde. Alors, je vais vous poser des questions sur ces personnages parce qu'ils sont Ouais, adorables. On commence avec Gustave et Hervé. Gustave, l'historien, la génération celles et ceux, ça le rend fou furieux. Hervé, c'est ouais, l'informaticien qui dénonce la lessiveuse électorale. Alors, ouais. pourquoi? Pourquoi? Ben parce que c'est des personnages qu'on rencontre dans nos villages. Chez nous, les érudits ne sont pas des gens universitaires, ce sont plutôt des autodidactes. Moi, mon personnage de Gustave est un bouquiniste. Un bouquiniste, ça lit beaucoup. Il lit, en plus, ce que ne font pas les vrais érudits, il lit beaucoup de livres un peu ésotériques, ce qui m'arrange parce que j'aime beaucoup cette littérature-là, Rennes le Château, etc. Donc, ça permet d'introduire un élément un peu de mystère dans mon discours. Le petit Hervé, qui est un jeune qui a 28 ans, répare les ordinateurs des vieux du coin parce que le pays, comme partout, est suréquipé en ordinateurs. Et donc, ils ne savent pas s'en servir, les vieux et les gens ordinaires, mais on les oblige à s'en servir quand même. Donc, le petit Hervé passe son temps dans les fermes et partout à réparer les systèmes des autres. En plus, il connaît très bien les réseaux, donc ça nous permet de faire un lien avec l'internetisme et tout ça. Je vous rappelle que le premier campagnol, celui de 2012, était basé sur une idée très, comment dire, très diviseuse de la société qui était les abonnés à Canal+. C'est-à-dire à l'époque, le sommet du snobisme villageois, c'était d'être abonné à Canal+. Et au monde. Aujourd'hui, le sommet du prestige villageois, c'est d'avoir la fibre. Et c'est au fond, ce sont les mêmes principes mentaux qui se développent. Les gens qui ont la fibre sont mieux,
sont mieux informés, etc., sont en meilleure forme socialement que les autres. Alors, avec les histoires de Covid, évidemment, ça s'est bien vérifié, puisque ceux qui avaient la fibre avaient les informations, les vraies, et les autres regardaient la télé. On a Bernard, l'ancien moine, qui dénonce un pape gauchiste. Alors, euh, oui, et oui, alors ça, oui, j'aimerais que vous allez. nous disiez un petit peu comment ce Bernard comprend la providence divine. Il est important de le savoir, puisque les gens qui nous écoutent veulent savoir de quoi parlera Rebarbe à Campagnol, c'est-à-dire le tome 2. Eh bien, cette histoire de Bernard et de sa servante Suzanne est essentielle, puisque il faut toujours dans une histoire, un roman, même s'il est un roman chronique, il faut toujours une histoire centrale. Et c'est celle-ci. C'est une histoire d'amour entre l'ancien moine et sa servante, parce que, pour résumer, cet homme, en sortant du couvent, hérite de la maison de sa sœur, une grosse maison très cossue dans une ville du Nord, et il hérite aussi de la servante qui va avec, qui a 30 ans, et qui est une fille tellement aux masses, tellement peu séduisante, qu'on la prend un peu pour lesbienne. Et donc, ils débarquent ensemble à l'occasion du confinement, ils se terrent chez moi, ils débarquent à Campagnol, et ils y achètent une maison pour s'y être beaucoup plus. Et là, une histoire d'amour se noue, et c'est un peu la clé du roman. En tout cas, c'est l'épine dorsale. Voilà. Vous vous servez de Christiane, la psychiatre, pour Oui. régler des comptes politiques quand même. J'aimerais que Des vous nous contes, parliez un des petit contes. peu de ce que Christiane pense du coq dominant sur un peuple de Français sous overdose psychotrope. Voilà, alors Christiane est une analyste excellente du comportement de Emmanuel Macron, dont elle dit qu'il est comme les amants éconduits qui s'acharnent sur le digicode à 1 heure du matin pour essayer d'être repris par leur maîtresse en leur disant on va recommencer toi et moi, etc. C'est typique du pervers narcissique qui ne pense pas qu'il a été évincé. Et on en est à peu près là. Ça, c'est sa conviction, elle n'a pas entièrement tort. Elle se mêle des affaires de Brigitte sur le plan psychiatrique, pas du tout sur le plan mondain, en montrant qu'il y a de toute façon quelque chose de tout à fait anormal, même si ce n'est qu'une femme. Ensuite, elle se mêle des affaires de psychologie du Covid en montrant que c'est une saleté psychologique puisqu'elle a été presque programmée pour diviser la société. Elle se mêle d'homosexualité puisqu'elle était vaguement à tendance lesbienne en tant que doctoresse. Elle aimait beaucoup les infirmières, mais tardivement, parce qu'elle avait un problème avec son papa, tardivement, elle croise pendant qu'elle est suspendue comme médecin, elle croise un vieux monsieur à Montpellier qui a 72 ans, qui est assez bien de sa personne, est assez riche et collectionne des voitures et qui l'épouse. Et finalement, c'est comme si elle épousait son père parce que son problème d'homosexualité était très largement lié à la vision de son père sur la vie. Voilà. Son problème est réglé par le collectionneur de Jaguar. Oui, exactement, absolument. Qui collectionne aussi les Citroën SM. Un personnage extraordinaire, c'est Ah Léon oui. le prophète. C'est Oui, Léon le alors Léon, prophète. et au début, et pratiquement tout le temps, est plus une victime qu'un prophète, car il fait partie de ces enfants qui sont dépassés par leurs propres dons à l'âge de 10 ou 11 ans. Donc, il se découvre un peu épileptique à 9 ans, calculateur prodige à 10, 11 ans. Calculateur prodige, c'est une maladie presque, parce qu'on voit le résultat des calculs avant de le calculer. On est un devin en quelque sorte. Et il est aussi un devin parce qu'on lui apprend très tardivement, vers 5, 6 ans, que les personnes qu'il voit ne sont pas vraiment là, parce qu'en fait, il a l'impression d'être entouré par des gens qui sont des gens normaux, des gens réels, et en fait, il y en a un sur 4 ou 5 qui n'est pas là parce que c'est un défunt. Donc, il fait partie de ces enfants un peu voyants qui voient les morts dans la maison familiale. Il dit le monsieur de tout à l'heure. Il dit ça à sa mère. Et il n'y avait pas de monsieur de tout à l'heure. Mais si, le monsieur qui était au pied de l'escalier avec nous. Eh bien, il n'y avait pas de monsieur de l'escalier. Il a rêvé. Et donc, il passe à la fois pour un fou, pour un voyant, pour un hypercalculateur, et un peu plus tard pour un pianiste prodige, parce qu'il n'ayant jamais appris la musique, il joue de mémoire des morceaux extrêmement complexes. C'est aussi un Voilà. géopoliticien futuriste. Alors, justement, évidemment, puisqu'on l'a pris souvent, il donne ses intuitions sur l'avenir et qui, jusqu'ici, se sont révélées assez justes. Pardon.
jusqu'ici se sont révélés assez justes en ce qui concerne notamment Elon Musk, dont il annonce, il y a 4 ans, puisque la chronique c'était en temps réel, il y a 4 ans, il annonce qu'Elon Musk, qui n'était à l'époque qu'un collectionneur de voitures, sera un véritable dirigeant mondial, avec une vision, avec enfin, un personnage très clivant en plus. Bon, bref. Et donc, ça légitime un peu. Alors, l'autre chose qu'il dit il y a 4 ans, il dit que Philippe de Villiers, qui à l'époque n'était que plus du fou, Philippe de Villiers aura une importance considérable dans la politique future. On arrive à un personnage qui n'est jamais nommé, mais qui s'appelle Christian Combaz. Parce que Christian Combaz, euh, Alors, oui. à lire au personnage, on se Ouais. dit, est-ce que c'est un agent du KGB anti-américain? Est-ce que c'est un fan de Elon Musk, l'antéchrist? Alors là, il faut que vous nous Oui. expliquiez. D'abord, je suis très russophile et russophone. J'ai toujours adoré ce pays. J'y ai voyagé longtemps. Je suis allé au fin fond de la Sibérie. Et donc, j'ai compris à quel point ils avaient la profondeur que nous n'avions plus. J'ai écrit à ce sujet, bien que j'ai pris plutôt la Hongrie, que je connais encore mieux, où j'ai beaucoup vécu. J'ai pris la Hongrie comme thème d'un petit livre où je racontais, il y a longtemps, il y a 20 ans, qu'ils avaient cette profondeur des pays de l'Est qu'ils ne perdraient jamais et qu'un jour, ils nous remettraient sur les rails de l'européanité, la vraie, celle de la Renaissance, celle de Beethoven, et voilà. Et donc, c'est bien parti, puisque ce Orban est un type assez efficace dans ce domaine, qui sait très bien où il va et où il ne veut pas aller. Et donc voilà, c'est ça ma position. C'est que ça fait très longtemps, 30 ans environ, que je pense que les pays de l'Est nous sauveront parce qu'ils ont gardé les clés d'un monde qui était le nôtre depuis 1000 ans, alors que les Américains ne détiennent les nôtres que depuis 20 ans. Pas beaucoup. Et donc les clés américaines, on commence à s'apercevoir qu'elles n'ouvrent pas tout. Et que c'est pas en se dandinant sur une musique de Beyoncé qu'on connaîtra le sens de la vie. Voilà. Et donc, c'est Euh, un peu ça ma position. C'est une position purement sociétale et pas tellement politique. Mais elle le devient forcément à cause de la guerre, etc. Mais ma position, elle est claire. Nous sommes un monde européen très cohérent, très construit depuis 1000 ans, plus que 1000 ans, et qui ne demandait qu'à vivre. L'Europe économique a essayé de nous coiffer de toutes sortes de préoccupations qui n'ont rien à voir avec l'essentiel. Euh, Moi, je me fous d'avoir une voiture hybride achetée 40 plaques. Ma voiture a 3 000 € et elle m'emmène d'un point à un autre comme toutes les autres. Ici, la plupart des gens, les 3 quarts des gens ont des 206, hein, des 206 de l'ancien temps. Chez nous, par exemple, l'horreur, c'est une 2008. C'est-à-dire ces voitures qui ressemblent à des chars. Voilà, bref. eh bien, Christian Oui. Combaz, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui est un magnifique théâtre des régions, pratiquant Alors, le bon sens. À merci. bientôt.